Qui sont ici. Je rappelle que CLÉ, cela veut dire catholique pour les libertés économiques. Ça veut dire exactement que nous sommes pour les libertés économiques et en tant que catholiques. Nous ne sommes pas les seuls à avoir cette position dans le monde. Il y a d'autres associations qui ont la même position, en particulier aux États-Unis. Mais nous sommes en quelque sorte l'antithéologie de la libération, puisque vous savez, c'est juste le contraire. Mais nous n'avons pas tout l'argent de la théologie de la libération. Bien, nous sommes financés en particulier par nos adhérents. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées ici, elles peuvent adhérer librement tout à l'heure avant de partir. Bien, nous ne traitons pas uniquement des sujets économiques. Nous traitons des sujets de diverses natures. Et aussi, aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui va peut-être étonner pas mal de monde, c'est de savoir si la Terre a été créée il y a 10 000 ans. Bien sûr, dans les personnes qui sont ici présentes, si elles ont eu leur baccalauréat ou leur bac plus 2 ou leur bac plus 3 ou leur bac plus 4, ne peuvent pas avoir dit dans leur copie que la Terre aurait été créée il y a 10 000 ans, sinon ils n'auraient pas eu l'examen. Donc, mais pourtant, la question se pose et nous allons avoir le plaisir d'entendre à ce sujet M. Dominique Tassot, qui est ingénieur à l'école des mines de Paris et qui est président du CEP, Centre d'études prospectives pour la science. Donc je lui passe volontiers la parole. Est-ce qu'on peut parler debout avec ça? Non, il faut parler avec ça. Oui, non, vous parlez là-devant. Il faut parler ici. Ça, c'est la caméra. Ah oui, d'accord. Il faut la mettre comme ça. Les contraintes techniques. Effectivement, la question peut paraître saugrenue. Oui, la question peut paraître saugrenue. On peut même se demander si elle a un sens, parce qu'elle n'en aurait pas eu à l'époque des Grecs. Si vous voulez, pour Aristote, pour l'Antiquité. En parlant dans le micro, on n'entend pas? Oui, pour l'Antiquité, je crois que je vais utiliser ce micro qui m'a l'air très bien, puis peut-être je vais me parler debout, ça sera plus facile pour vous voir et peut-être pour être entendu. Donc la question de savoir si la Terre a 10 000 ans n'aurait pas eu de sens pour l'Antiquité grecque, puisque pour Aristote, ce qui est. Ça peut paraître banal, mais c'est une vérité que la science moderne, vous le verrez, aurait peut-être intérêt à méditer plus approfondi. C'est-à-dire qu'on croyait à l'éternité de la matière, ce qui est, l'éternité de l'univers, et même à l'incorruptibilité du monde supralunaire. Et la science se contenait à être la recherche des causes, et pas la recherche des origines. Donc la question n'a pris son existence, n'a pris son envol, en fait, qu'avec la vision biblique du monde. En effet, il y a dans cette vision biblique deux éléments tout à fait nouveaux qui sont apparus. Il y a l'élément d'une création au commencement,
C'est le premier mot de la Bible, au commencement. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un commencement, un t égale 0, quelque part. Et d'autre part, l'idée de l'entropie, qui est une idée tout à fait fondamentale, c'est l'idée qu'il y a une usure des choses, même des choses supralunaires. Et le psaume 102 nous dit par exemple, « Au commencement, tu as fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, les cieux périront, mais toi tu subsistes, ils s'useront tous comme un vêtement. » Donc cette idée d'usure des choses et de commencement donc, est apparue avec la vision biblique du monde. Et à partir du moment où il y a un commencement, on peut se poser la question de savoir quand est ce t égale 0 qui a eu lieu quelque part. Alors, une petite remarque, c'est qu'effectivement, dans la vision biblique du monde, ce commencement est le même pour la Terre, pour l'univers et pour l'homme. C'est-à-dire que le commencement, c'est les 6 jours de la création, et dans ces 6 jours, évidemment, la totalité de l'univers créé est créée, parce que Dieu n'a pas besoin de temps, le Dieu ne se fatigue pas. Et vous avez dans Saint Luc, par exemple, cette formule qui est fondatrice du mariage, dans lequel Jésus dit au commencement, lorsque Dieu créa l'homme et la femme. Et le mot ptiséos, en grec, est vraiment le même que celui qu'on emploie pour la création de l'univers. Donc là, il y a évidemment une très grande différence entre la vision scientifique du monde actuel et la vision biblique du monde, vision dans laquelle l'âge de l'univers, l'âge de l'homme, l'âge de la création de la Terre, est de quelques milliers d'années, de plusieurs milliers d'années, alors qu'en général, dans les chronologies scientifiques, actuellement, l'unité de départ, c'est le million d'années, et on est tout de suite au milliard d'années. Donc il y a effectivement une divergence entre les deux. Et alors nous allons, dans un premier temps, regarder quelle est la réponse de la science. Nous avons vu la réponse de la Bible, nous allons voir la réponse de la science à cette question. Nous verrons que les méthodes de datation peuvent être critiquées. Et nous nous interrogerons justement sur les limites de la science avant de pouvoir conclure. Alors, la réponse de la science, elle est donc issue de ce concept de création, comme nous l'avons vu, ce qui montre bien qu'on aurait tort d'opposer la vision biblique du monde et l'effort de connaissance par lui-même. Ce qui est en opposition, ce sont les données de la Bible, d'une part, et les productions théoriques de certaines disciplines scientifiques actuelles. Alors, la question a commencé avec la géologie, pratiquement au XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle les théories de la Terre. C'est-à-dire qu'on s'est mis à examiner les paysages, à essayer de remonter de ce qui se passait en géologie vers l'origine des paysages. Et le premier qui a été, je dirais, le promoteur dans ce domaine, c'est un Français qui s'appelle Benoît de Maillet, qui était consul en Égypte, et vraiment qui a beaucoup apporté, de façon peut-être un peu méconnue. C'est à lui qu'on doit l'idée que les êtres marins sont devenus des êtres terrestres, l'idée que les hommes des cavernes étaient des gens qui vivaient dans les cavernes. Donc il y a beaucoup d'idées qui ont été reprises après par la vision scientifique du monde et qui sont sorties de Benoît de Maillet. À la même époque, Voltaire produit une dissertation sur les changements arrivés à notre globe. Donc vous voyez, tout le monde s'intéresse un petit peu à la question des origines. Et surtout Buffon, donc, sort sa théorie de la Terre en 1749. Alors, dans cette théorie, si vous voulez, il y a énoncé pour la première fois le grand principe de la géologie contemporaine, qui maintenant s'appelle le principe de l'actualisme. On en a fait un principe anglais, mais en fait, c'est quand même Buffon qui l'a énoncé. Et il écrit dans sa théorie de la Terre, tome 1, page 96, « Pour juger de ce qui est arrivé, et même de ce qui arrivera, nous n'avons qu'à examiner ce qui arrive. » Vous voyez, un principe très clair, qu'on comprend facilement, qui est de bon sens, et qui est devenu le principe fondateur de la géologie. Alors c'est très important, parce que vous connaissez que c'est un principe limitatif. C'est-à-dire, pour juger de ce qui est arrivé, on va observer ce qui arrive aujourd'hui, et à ce moment-là, c'est scientifique. Donc la science, c'est ce qui reconstitue le passé en utilisant ce qui arrive aujourd'hui. Alors, c'est Buffon qui l'a énoncé, mais c'est connu aujourd'hui comme
disons, la théorie de Charles Lyell, qui est un géologue anglais. En fait, c'est un juriste, mais qui était passionné de géologie. Et qui, dans ses principes de géologie en 1830, donc a appliqué, au fond, le principe de ce qu'on appelle l'actualisme ou l'uniformitarianisme, c'est-à-dire ce sont les mouvements actuels qu'il faut extrapoler vers le passé. Et Lyell est l'inventeur par exemple, de l'ère tertiaire. Donc c'est un petit peu le promoteur de la notion d'ère géologique. C'est cette idée qu'il y a des périodes pendant lesquelles on a un certain type de matériaux qui se déposent dans les sédiments, et puis après on a d'autres matériaux. Par exemple, le Crétacé, c'est de la craie. Donc pendant des millions d'années, il y a de la craie qui se dépose. On ne sait pas d'où elle vient, mais ça fait rien, et puis ça dure des millions d'années, et puis après il n'y a plus de craie, il y a des grès. Bon, alors ça c'est justement le produit inévitable de cette vision actualiste. Alors là, disons, Buffon, c'était 77 000 ans, l'âge de la Terre. Alors c'était basé sur des coquilles, des amoncellements de coquilles, etc. Lyell, 1850, donc un siècle plus tard, 100 millions d'années. Donc là, on avait déjà franchi, disons, un seuil, les millions d'années. Ceci en raison de la nécessité, puisque à chaque période, c'est le même matériau qui se dépose, on a dans différents endroits de l'univers, les géologues font des études très approfondies, analysent les différentes couches géologiques, et par confrontation entre différentes superpositions qu'on obtient à différents endroits, en mettant bout à bout toutes ces superpositions, on finit par reconstituer ce qu'on appelle la colonne stratigraphique. Et évidemment, comme si vous voulez, les mouvements de la mer qui viennent déposer les sédiments, il n'y en a pas tous les ans et tous les jours, forcément, si on veut estimer le temps total qu'il a fallu pour déposer toutes ces couches, on arrive très vite aux millions d'années, et donc là, il en était à 100 millions d'années. Et là, il a eu aussi une invention intéressante, hein. C'est-à-dire il a vu qu'il fallait faire un lien, il a compris qu'il fallait faire un lien, de son point de vue, entre les fossiles qu'on trouvait dans les couches et l'âge des couches. Donc il y a cette idée que l'échelle, en parallèle avec l'échelle stratigraphique, on va avoir une échelle du vivant. Donc on ne fait plus seulement de l'histoire de la Terre, on va faire de l'histoire de la vie. Et à ce moment-là, Darwin est apparu, Darwin qui est un protégé de Lyell, justement parce que Lyell avait besoin de Darwin pour expliquer pourquoi il y avait des successions apparentes dans les différents fossiles. Et Thomson, Lord Kelvin, se met à faire des travaux de thermodynamique, et lui calcule que compte tenu de la chaleur, parce que vous savez qu'à cause de l'entropie, les corps chauds se refroidissent. Donc la Terre perd sa température. Et forcément, on a un moment, le moment où la Terre a pu se créer, si vous voulez, on peut calculer le temps qu'il a fallu pour qu'elle atteigne la température actuelle. Et pour Thomson, ce moment ne pouvait pas être plus éloigné que 20 millions d'années. Donc Thomson a mis par terre, enfin, risquait de mettre par terre, si vous voulez, ce que Lyell, Darwin avait posé. Mais heureusement, il s'est ravisé, et Thomson, 1862, c'est 20 millions d'années, et puis Thomson, 1870, c'est 40 millions d'années. Parce que, si vous voulez, l'intérêt des approches mathématiques ou scientifiques des choses, c'est qu'en changeant les paramètres, on change les résultats. Et comme ces paramètres sont pratiquement indéterminables de façon précise, si vous voulez, c'est pas du tout la même chose d'observer justement, de calculer le coefficient calorifique de l'eau qu'on chauffe et qu'on refroidit, et puis évidemment de calculer le refroidissement de la Terre dans l'univers. Donc on peut facilement faire des variantes, et vous verrez que les variantes du simple au double, c'est très peu de choses par rapport à ce que vous allez voir d'ici peu. Donc on était à 40 millions d'années, mais c'était toujours pas assez pour la théorie de l'évolution. Et en 1893, là, alors, en faisant des calculs sur les taux de sédimentation, si vous voulez, Reed est arrivé à 600 millions d'années pour le début du Cambrien, c'est-à-dire le début des couches dans lesquelles on trouve justement des fossiles qui commencent à être intéressants.
Donc c'est toujours la sédimentation et la géologie qui mènent la danse. Mais à partir de 1896, Becquerel découvre la radioactivité, et là c'est le salut. Parce que ça permettait, si vous voulez, de venir au secours de Darwin en disant que les calculs de Thomson ne s'appliquaient pas, puisqu'il pouvait y avoir création de chaleur par la décomposition radioactive au sein de la Terre. C'est que le principe de la radioactivité, c'est qu'un élément se décompose, un élément parent se décompose en un élément fille. Donc on a par exemple le potassium radioactif qui devient de l'argon, et cette réaction produit de la chaleur. Donc comme il y a des réactions de radioactivité dans la croûte terrestre, eh bien la Terre continue à se chauffer, et donc elle peut avoir commencé à se refroidir beaucoup plus loin, depuis beaucoup plus longtemps que Thomson ne l'avait imaginé. Donc la radioactivité est devenue vraiment une pièce maîtresse du système, grâce à Becquerel. Et alors là, petit à petit, on voit une inflation des datations. Alors, disons à peu près, au moment de la guerre de 14, on arrive à 1 milliard d'années. Donc si vous voulez, c'est assez logique, parce que 600 millions d'années pour le début du Cambrien, bon, avant le Cambrien, il y a le pré-Cambrien, donc forcément, le début des choses est encore, forcément, avant, donc 600 millions d'années, c'était qu'un minimum, et ça n'est qu'à partir des années 20 et 30, jusqu'aux années 50, qu'on a vraiment, le grand auteur dans ce domaine, c'est Holmes, essayé donc d'affiner par des mesures de radioactivité ce que pouvait être l'âge de la Terre. Donc dans les années 20, on était 1 milliard d'années. En 1947, Holmes est à 3 milliards 350 000 ans. Alors c'est toujours très très précis. Hein. C'est-à-dire que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça change du simple au décuple presque, d'une génération à l'autre, mais c'est toujours à 0,5% près ou 0,06% près. Alors ça paraît paradoxal, mais vous verrez que ça s'explique très bien, mais ça n'est pas plus crédible pour autant. Et puis le même Holmes, en 1956, il arrive à 4,5 milliards d'années. Alors ça, c'était assez important parce que, à la même époque, si vous voulez, entrent en lice les astrophysiciens. Donc les astrophysiciens, eux, essayent de mesurer non plus l'âge de la Terre, mais l'âge de l'univers. Alors, c'est très difficile. Il faut reconnaître qu'on peut les excuser parce que l'ampleur de la tâche pourrait même être découragée. Mais en fait, ils ne se sont pas découragés et ils ont trouvé une solution simple. Il faut voir le goût des choses simples. La solution simple, c'est l'équation de Hubble. C'est très simple. Donc, la vitesse à laquelle les corps célestes s'éloignent de nous est proportionnelle à la distance à laquelle ils sont de nous. Alors, déjà, il y a quelque chose d'important là-dedans, c'est la notion que les corps célestes s'éloignent de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a expansion de l'univers. Alors, cette thèse n'est pas du tout unanime. De toute façon, aucune thèse n'est unanimement partagée, même s'il y a unanimité de la communication dans le grand public à ce sujet. Einstein, par exemple, n'a jamais accepté l'expansion de l'univers. Alors, ce qui est étrange dans cette expansion de l'univers, c'est que plus les corps célestes sont loin de nous, plus ils vont vite. Alors, on enseigne justement, même à bac -2 ou à bac -3, que le mouvement, pour aller plus vite, il faut qu'il y ait une force qui accélère. Donc que par un mobile, quel qu'il soit, par lui-même, ne peut que continuer à la même vitesse ou ralentir. Eh bien, en astrophysique, c'est le contraire. L'univers est en expansion et il va d'autant plus vite qu'il est plus loin du point initial du fameux Big Bang. Alors ça, c'est un paradoxe, mais vous avez des paradoxes, il y en a beaucoup en physique et en astrophysique. Alors, la constante de Hubble, eh c'est donc très simple, c'est le rapport entre la distance des astres et puis la vitesse à laquelle ils s'éloignent de nous. Bon, en réalité, on ne sait pas mesurer la distance des astres. Il n'y a vraiment que quelques étoiles pour lesquelles on fait des mesures de parallaxe. Maintenant, pour les autres, on fait comme les Grecs, on se base sur la magnitude. C'est-à-dire l'idée que plus c'est lumineux, plus ça doit être près. Mais comment savoir, comment transformer une magnitude, une luminosité
en kilomètres, même si c'est en années-lumière. Là, évidemment, il y a tout un travail, et c'est pas très simple, et c'est forcément très discutable. Mais une fois qu'on a ça, une fois qu'on a considéré qu'on savait mesurer la vitesse à laquelle les astres s'éloignent de nous, alors ça, on sait le mesurer parce que il y a le décalage vers le rouge. Alors, vous savez, enfin, ça devient difficile à savoir, mais vous savez que quand un train s'approche avec son sifflet, du fait qu'il s'approche, il y a compression des ondes, donc la fréquence apparente est plus élevée et le sifflet est aigu. Et puis quand le train s'éloigne de nous, il y a décompression des ondes et le sifflet est plus grave. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Donc l'effet Doppler nous montre qu'un corps qui s'éloigne, justement, va envoyer des ondes qui vont être perçues de façon plus décalée vers le... Donc, en l'occurrence, pour les ondes lumineuses, vers le rouge. Et donc, en mesurant le décalage vers le rouge, c'est-à-dire on fait l'hypothèse que les éléments physiques qui sont dans les corps célestes émettent à la même fréquence que sur la Terre, et en mesurant les fréquences, en observant les fréquences, évidemment, on peut faire l'hypothèse qu'il mesurait le décalage, et ce décalage, on le transforme en vitesse. Et ayant transformé ce décalage en vitesse, en appliquant la constante de Hubble, on connaît la distance des étoiles. Alors, si on fait le calcul en sens inverse, on peut retrouver t égale 0. Donc on connaît l'âge de l'univers. C'est fantastique. Et Hubble, donc en 1829, estimait l'univers à 2 milliards d'années. Alors le problème, c'est que 2 milliards d'années, c'est plus petit que 3,5 milliards d'années, donc l'univers était plus jeune que la Terre. Alors ça, évidemment, les astrophysiciens, les scientifiques, de manière générale, sont des gens intelligents. Donc ils ne restent pas, évidemment, devant une difficulté comme ça. Tout de suite, ils trouvent une solution, et la solution, c'est tout simplement de changer la constante de Hubble. Donc la constante de Hubble était de 500 km/s par mégaparsec à l'époque primitive de Hubble, et aujourd'hui, elle est de 71. Donc vous voyez, on change la constante de 7 fois, et puis le problème est réglé. Vous savez que l'univers, maintenant, il fait 14 milliards d'années, ou 12 milliards d'années. Enfin, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais ce qui est important là-dedans, c'est la méthode. C'est-à-dire, comment fait-on pour connaître l'âge de l'univers? Eh bien, on fixe une valeur de la constante de Hubble qui permet à l'univers d'être plus vieux que l'âge de la Terre, que par ailleurs on a estimé par des mesures de radioactivité. Alors, donc, en ce qui concerne l'âge de l'univers, donc à l'époque en 1953, Gamow, par exemple, estimait à 3-4 milliards d'années l'âge du Soleil. Et la raison qu'il donnait à cette estimation, c'est puisque l'âge estimé de notre Terre est de cet ordre de grandeur. Autrement dit, la Terre est à peu près l'âge de l'univers. Donc on a à peu près l'âge du Soleil, hein, c'est la Terre fait partie du système solaire, donc ça a été créé en même temps. Et puis évidemment, maintenant on est passé à 4 milliards et demi, mais c'est toujours en se calant sur la géologie, parce qu'on avait trouvé des minéraux, en particulier des cristaux de zircon en Australie, qu'on pouvait dater de plus de 3 milliards d'années par radioactivité. Donc ça, c'est ce qui vous permet de voir comment, effectivement, la science moderne est parfaitement capable de connaître l'âge de la Terre, l'âge de l'univers. Mais je pense qu'au passage, vous aurez perçu que la méthode employée présente un certain nombre de lacunes méthodologiques qu'il serait peut-être de mauvais goût de signaler, mais je vais quand même le faire en critiquant justement ces méthodes de datation. Et vous verrez que je n'aurai pas difficile à le faire. Mais avant, et à propos de cette constante de Hubble qui a été divisée par 7, je vais vous lire la citation d'un spécialiste du Soleil, alors qui s'appelle Rope. Alors il écrivait ça en 1989, donc c'est pas si vieux que ça, et il dit « Je suppose que le Soleil a 4,5 milliards d'années. » Je suppose. Mais les journalistes de Sciences et Vie, ils savent. C'est ça qui est tout à fait intéressant là. Donc moins on connaît le fond des choses, plus on est sûr de ce qu'on affirme. Je suppose, dit Rope, que le Soleil a 4,5 milliards d'années. Cependant,
avec quelques données nouvelles et inattendues montrant le contraire, et avec un peu de temps pour permettre un nouveau calcul désespéré et un réajustement théorique, j'imagine que nous pourrions vivre avec l'évaluation de l'âge de la Terre et du Soleil donnée par l'évêque Ussher. Alors Ussher, c'est un évêque irlandais du XVIIe siècle qui donc avait fait des calculs de chronologie biblique et qui avait calculé que la création du monde était de 4004 avant Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a plusieurs calculs de chronologie biblique, mais c'est Ussher, effectivement, qui est le plus utilisé, que Bossuet a repris dans son discours sur l'histoire universelle. Donc Ussher, 4004 avant Jésus-Christ, et nous avons un spécialiste du Soleil qui dit « Le Soleil, je suppose qu'il a 400 anniversaires maillés, mais avec quelques réajustements théoriques, on pourrait arriver à l'âge donné par Ussher. Je ne pense pas que nous ayons beaucoup d'observations probantes en astronomie pour le contredire, pour contredire Ussher. La physique solaire regarde maintenant du côté de la paléontologie pour les données sur la chronologie du Soleil. » Ça veut dire que tout est basé sur des suppositions, et comme disait Béchamp, on suppose toujours, et de supposition en supposition, on finit par conclure sans preuve. Alors, comme on a conclu sans preuve, on peut critiquer, et en ce qui concerne donc deuxième partie de mon exposé, nous allons prendre ces méthodes les unes après les autres, mais comme le temps est bref, pour, disons, peut-être frapper plus fort ou plus simplement, je vais commencer par vous donner 3 faits polémiques. Ce que Bachelard appelait les faits polémiques, c'est les faits qui ne cadrent pas avec la théorie. Alors, évidemment, en général, on se contente de les mettre de côté, mais parfois, il y a des gens intelligents qui prennent au sérieux le fait polémique, et c'est comme ça que Kepler a découvert que les planètes décrivaient une ellipse autour du Soleil. Parce qu'il y avait un petit écart dans les observations, et lui, il a pris au sérieux l'écart, alors qu'aujourd'hui, comme on est pressé de publier, on sait certainement que ça serait passé autrement. Alors, 3 faits polémiques. Le premier, c'est l'explosion du mont St. Helens. Alors, c'est un volcan de l'État de Washington, aux États-Unis, et qui a donné une éruption très importante, très bien documentée, le 18 mai 1980. Donc, vous voyez, ça a été filmé sous toutes les coutures, on avait fait évacuer la population. Enfin, donc, on sait très bien, la date de calendrier est absolument certaine. Alors, c'est l'explosion, du point de vue de la puissance, ça représente 20 000 fois Hiroshima. Les forêts ont été complètement rasées sur 500 km². Il y a eu plein de phénomènes très intéressants qui sont passés autour de cette explosion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la dater par les méthodes, en particulier de radioactivité, puisque le potassium-argon, la radioactivité, ça s'applique surtout aux roches volcaniques, dans lesquelles on trouve justement les minéraux qui se prêtent à la méthode. Donc on a fait une datation potassium-argon de la lave refroidie de cette éruption volcanique. Alors on trouve 3 résultats différents, c'est-à-dire du même échantillon de roche. On a un résultat pour la roche totale, et puis un résultat différent pour chacun des composants de la roche. Donc en l'occurrence, la roche totale, on a 350 000 ans, plus ou moins 50 000 ans. Il y a toujours une précision très spécifiée. Mais le feldspath de cette roche totale fait 340 000 ans. L'amphibole, qui est un des autres composants de la roche, 900 000 ans. Donc c'est quand même très différent, si vous voulez, des 350 000 ans, plus ou moins 50 000 ans. Et le pyroxène, 2 800 000 ans. Le pyroxène qui est un 3e composant de la lave. Alors, le problème est le suivant. Donc on a 3 dates possibles, entre 350 000 ans, 340 000 ans et 2 800 000 ans. Mais on a aussi une date de calendrier certaine. Donc ça montre bien qu'il y a quelque part, et nous verrons pourquoi, un problème avec les datations par les radioéléments. Deuxième exemple, c'est le moulinet de la rivière Tellico. Alors ça, c'est une rivière du Tennessee. Et un jour, un pêcheur qui s'appelle Don Jones, en tombant, est tombé nez à nez, si vous voulez, avec un moulinet de pêche qui était incrusté dans la roche. Alors, évidemment, il est allé au département de géologie de l'université de Tennessee pour montrer son rocher avec le moulinet dedans. Alors, il avait d'abord pris une photo in situ, avant de détacher le morceau, puis il est allé... Alors là, on a tout de suite identifié la roche, là, aucune ambiguïté, c'est de la philite, 300 millions d'années. Maintenant, le brevet du moulinet de pêche
aux États-Unis, c'est 1897. Donc, vous voyez tout de suite venir le problème. Et devant ce fait polémique, ce qui est intéressant, c'est la réaction du chef du département de géologie de l'université de Tennessee, qui avait entendu ce qui se passait, qui est sorti de son bureau et qui a dit « Je suis le patron de ce département et je dis que ceci n'existe pas, c'est une création de notre imagination. » Donc voilà la manière la plus directe et la plus simple de régler les faits polémiques. Mais le fait est là. Donc il faut quand même l'expliquer, et vous verrez qu'on peut très bien l'expliquer. Et le troisième fait polémique, peut-être d'une certaine façon encore plus polémique que les autres, c'est d'une manière générale la coexistence de l'homme et des dinosaures. Alors cette coexistence est attestée de façon, je dirais, quasi universelle. Alors simplement, c'est que dans la plupart des civilisations, on ne les appelle pas dinosaures, on les appelle dragons. Mais qu'est-ce qu'un dragon? C'est un gros animal qui fait peur, qui a un corps important, qui a un long cou, une petite tête, une grande queue, et qui a des écailles. Ce qui fait que les flèches ne permettent pas de le détruire. Alors, que ça soit dans la légende de Beowulf, les rois scandinaves, que ça soit à Tarascon, que ça soit chez les Chinois, enfin, on a toujours la même description des dragons. Hein. Et évidemment, ces dragons ressemblent étrangement à ce que nous appelons les dinosaures. Hein, ce sont exactement le même type d'animaux. Et en particulier, la Bible, dans le livre de Job, décrit de façon très très technique un dinosaure. Et elle en fait le roi des animaux. C'est pas le lion dans la Bible, le roi des animaux, en fait c'est le Léviathan. C'est pas le Béhémoth, c'est le Léviathan, c'est-à-dire le plésiosaure. Hein. Mais le dinosaure, on ne peut pas l'attaquer avec des flèches, sa queue balaye les cèdres du Liban, si vous voulez. Donc on a la description d'un animal hors norme, mais contemporain de l'homme. Et vous avez dans un temple au Cambodge, à Taprom, donc pas très loin d'Angkor, un stégosaure qui est gravé sur une porte du temple. Donc le stégosaure, c'est un dinosaure très très facile à reconnaître parce qu'il a des grandes plaques osseuses sur le dos. Donc il est facile à identifier. Alors le temple de Taprom date, semble-t-il, du XIIe siècle. Bon, c'est peut-être le Xe, c'est peut-être le XIVe, on ne va pas chipoter, mais ce qui est sûr, c'est que le stégosaure est censé avoir disparu, comme tous les dinosaures, il y a 60 millions d'années. Donc voilà le fait polémique. Et le fait polémique s'est renforcé depuis la dernière guerre, si vous voulez, avec la découverte à Acambaro, à 180 km de Mexico, de toute une civilisation précolombienne qui fabriquait des céramiques. Alors on en a trouvé, c'est une civilisation très productive, on a récupéré 35 000 figurines de céramique. Donc là, jusqu'à là, tout était très bien. Mais ce qui est beaucoup plus gênant, c'est que parmi ces 35 000 figurines, il y en a 3 000 qui représentent des espèces précises de dinosaures. C'est-à-dire qu'on trouve le Tricératops, le Stégosaure, le Diplodocus, l'Iguanodon, et même le Brachiosaure. Or, le Brachiosaure n'avait pas été encore reconstitué à l'époque où on l'a découvert. Mais il est, si je pouvais projeter des images, vous verriez que la figurine d'Acambaro est vraiment facilement identifiable avec le Brachiosaure tel qu'il a été reconstitué par les spécialistes. Donc voilà ce que j'appelle les faits polémiques. C'est simplement des faits qui, si on les accepte, évidemment, font sauter absolument tout ce cadre chronologique qui est accepté aujourd'hui. Alors je ne dis pas qu'il faut tout faire sauter, je dis qu'il faut justement aller voir la validité de ce cadre chronologique. Alors en ce qui concerne, on va procéder là en sens inverse, c'est-à-dire on avait terminé par l'astrophysique, on va commencer par l'astrophysique. Donc cette théorie de Hubble, selon laquelle il y a une proportion entre la distance des astres et leur vitesse d'éloignement, ce qui suppose d'ailleurs qu'il y ait une vitesse d'éloignement, alors là, il y a des contre-exemples flagrants. Alors, je vous en cite 3. On a par exemple un quasar qui est lié à une galaxie, c'est-à-dire qu'il y a un pont de matière entre les deux. Et il y a un astrophysicien américain, Alton Harp, qui justement a beaucoup étudié les quasars, les quasars. C'est lui qui est l'auteur du dictionnaire des quasars, d'ailleurs. Mais il a dû se réfugier maintenant en Allemagne, au Max Planck Institute, parce que quand il a mis en avant évidemment les contradictions entre ce qu'il avait trouvé à la loi de Hubble
eh bien, c'est Hart qui a sauté, c'est pas la loi de Hubble. Alors, le problème, c'est qu'on a le quasar, il est censé, lui, se déplacer à 21 000 km par seconde, enfin, c'est rapide, hein, mais ce qui fait 978 millions d'années-lumière, alors que la galaxie à laquelle il est rattaché, elle est censée se déplacer à 1800 km par seconde, et elle n'est donc qu'à 84 millions d'années-lumière. Donc ça ne va pas. Vous avez les étoiles doubles. Alors les étoiles doubles, c'est des étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, donc elles sont au même endroit. Donc elles devraient avoir le même décalage vers le rouge, or ce n'est pas le cas. En général, une qui a un décalage très différent de l'autre. Et puis vous avez une galaxie, alors ça c'est... Enfin, elle a un très joli nom, mais enfin, je vous le donne quand même, NGC 1199. Donc cette galaxie a une particularité, alors elle est censée être à 125 millions d'années-lumière, par le décalage vers le rouge. Et le problème, c'est que devant cette galaxie, il y a une autre galaxie, une petite galaxie, mais qui est devant. Et elle est censée être à 619 millions d'années-lumière. Autrement dit, on a une petite galaxie qui est à 600 millions d'années-lumière, qui est néanmoins devant la grande galaxie qui est à 125 millions d'années-lumière. Donc on voit bien que ça ne tient pas debout. Donc ça, mais comme de toute façon, les astrophysiciens eux-mêmes reconnaissent que on peut changer leurs calculs comme on veut, puisqu'on peut les changer au point de se ramener à la chronologie de Escher. On pourrait même les changer au point de se ramener à 10 secondes. Et j'ai posé une fois la question à Trinh Xuan Tuan. Alors c'est un astrophysicien franco-vietnamien, mais qui est à Paris de temps en temps, et j'étais un jour dans un salon parisien, et je l'avais sous la main, et je lui ai posé la question suivante, j'ai dit, mais... Parce que le problème du Big Bang, c'est que c'est des équations mathématiques très compliquées, donc il y a très peu de gens, peut-être 40 ou 50 au monde, qui connaissent bien ces équations, qui sont capables de rentrer dedans. Donc quand on en tient un, on le garde. Alors je lui ai dit, mais c'est très bien que les équations mathématiques, dans mathématiques, le temps n'existe pas. Donc, pour pouvoir faire des équations du Big Bang une chronologie, il faut quelque part introduire un paramètre qui permette de donner une valeur physique au temps. Et je lui ai dit, comment a-t-on fait pour trouver ce paramètre? Il m'a dit, mais c'est très simple, on s'est aligné sur les datations géologiques. Donc il a dit exactement ce que disait Ganov tout à l'heure. Donc ça veut dire que l'astrophysique, les données issues de l'astrophysique n'ont aucune pertinence en matière de chronologie de l'univers, puisqu'elles se sont calées volontairement sur les datations géologiques. Alors maintenant, ces datations géologiques elles-mêmes, elles sont de deux natures. Nous l'avons vu, d'une part la radioactivité, d'autre part la stratigraphie. Alors en ce qui concerne la radioactivité, alors c'est important parce que c'est ce qui permet de dire que c'est des datation absolue. Hein, on vous bassine de datation absolue, donc datation absolue, il n'y a plus rien à dire. Il faut accepter tel que c'est. Alors le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas être absolues parce que on ne connaît jamais la valeur initiale de la radioactivité. C'est-à-dire, vous entrez dans une maison abandonnée dans la forêt et il y a une chandelle qui est allumée sur la table. Est-ce que vous pouvez répondre à la question depuis combien de temps les habitants sont partis? Alors évidemment, vous pouvez mesurer de combien de centimètres par heure la chandelle s'use, mais pour savoir quand les habitants sont partis, il faudrait connaître la longueur de la chandelle au départ. Alors, la longueur de la chandelle au départ, c'est-à-dire la quantité d'éléments phi qui étaient présents au moment où la réaction radioactive a commencé, absolument personne n'est capable de le dire. Donc comme on ne peut pas le dire, on l'invente, c'est-à-dire qu'on fait des hypothèses. Et ces hypothèses, on les fait pour se caler sur la géologie, sur la sédimentologie. Donc les datations par les radioéléments, alors d'une part, ne peuvent donner que de grands chiffres. C'est-à-dire que, par exemple, le potassium-argon ne peut jamais dater de moins de 300 000 ans. C'est-à-dire que l'appareil ne peut pas donner moins de 300 000 ans. Donc vous pouvez prendre n'importe quel échantillon, vous le mettez dedans et vous aurez au moins 300 000 ans. C'est comme les compteurs de voitures, en dessous de 10 km/h, vous ne pouvez pas savoir à quelle vitesse vous roulez. C'est exactement la même chose. La méthode ne permet pas d'avoir ces dates-là. Et alors, c'est quand même important le potassium-argon parce que c'est avec ça qu'on date les fossiles africains. Moi, il y a une chose qu'il faut quand même savoir, enfin, c'est pas dans le sujet de l'âge de la Terre, mais malgré tout, ça y touche.
c'est que dans les fossiles, il n'y a pas de potassium-argon. Donc en fait, on ne peut pas dater le fossile par le potassium-argon, on date la lave la plus proche, ou la cendrée la plus proche. Et la plus proche, elle est peut-être à 3 km. Alors, le problème, c'est que si l'homme de la rue, si on lui expliquait qu'effectivement, on va chercher la roche volcanique la plus proche pour faire une date potassium-argon, il comprendrait que ce qu'on vous raconte sur l'âge de Lucie ou autre, ça ne vaut strictement rien. Et puis, ça ne vaut rien parce que il y a des dates, par exemple, le lac Kivu. Donc, on a une lave près du lac Kivu qui est datée par le potassium-argon de 13 millions d'années. Donc, c'est déjà respectable. Or, cette lave, elle surmonte une couche de coquillages qui, eux, sont datables par le carbone 14 de 5000 ans. Alors, là encore, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas voir des coquilles de 5000 ans recouvertes par une lave qui a des millions d'années. En ce qui concerne la stratigraphie, qui est justement la science mère qui a permis d'étalonner les radioéléments, là, il faut... alors, je regrette que Guy Vertot ne soit pas là ce soir, il a eu un empêchement, il devait être parmi nous, mais il faut dire que c'est un Français qui a compris comment on pouvait réfuter fondamentalement ce type de datation. C'est très simple, hein. Tout est basé sur le principe de superposition. Alors vous savez tous que ce qui est plus vieux est en dessous, et que évidemment, ce qui recouvre ce qui est en dessous est plus jeune que ce qu'il recouvre. Ça, c'est vrai dans nos tiroirs. On empile, on peut pas, sur une pile de papier sur un bureau, quand on met sur le dessus de la pile, c'est évidemment plus récent que ce qui est sur le dessous de la pile. Mais si je verse dans un tube à essai de l'huile, de l'eau et du mercure, vous ne pouvez pas dire que le mercure est plus vieux que l'huile, ou que l'eau est plus vieille que l'huile. Hein, il y a un phénomène mécanique qui a joué, en l'occurrence la densité. Eh bien, c'est exactement la même chose en ce qui concerne la sédimentation. Il y a ce qu'on appelle granoclassement, c'est-à-dire classement des corps selon leur granulométrie en ce qui concerne leur vitesse de descente dans l'eau. Alors, ça, c'est un phénomène que vous connaissez dans l'air, les ménagères en particulier les connaissent très bien. Quand on pousse des poussières, ça vole, et les cailloux, ça tombe. Même du même matériau. C'est-à-dire que le même gravier très fin va donner une poussière qui éventuellement va faire le tour du globe. Hein, on le sait avec les poussières radioactives. Et puis, si c'est plus gros, eh ben ça va tomber. Alors ça, c'est ce qui se passe dans l'air, mais dans l'eau, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en faisant un mélange de grosses et de petites particules, et en les laissant se déposer dans l'eau, on obtient en bas une succession de couches de petites particules, de couches de grosses particules, et c'est ce qui donne les laminés, c'est-à-dire les petits strates. Alors, Guy Berthaud a découvert ce phénomène de granoclassement. Il a évidemment tout de suite fait le lien, parce qu'en plus, on retrouve comme épaisseur de laminés les épaisseurs que l'on avait dans la roche d'origine dont on est parti pour fabriquer le mélange. Donc ça a donné lieu à communication à l'Académie des sciences en 1986. En 1988, deuxième communication. Alors là, le phénomène a été reproduit à plus grande échelle, sur 5 mètres de hauteur, à l'Institut d'hydrogéologie de Marseille. Et puis, dans les années 90, il y a eu toute une série d'expériences à l'Université du Colorado pour observer la sédimentation, cette fois en canal, dans un courant horizontal. Parce que là aussi, c'est très important. Les sédiments de nos roches sédimentaires ne tombent pas du ciel. Donc le principe de superposition, c'est très bien quand effectivement vous êtes au-dessus, puis vous ajoutez des choses au-dessus. Mais en pratique, les sédiments ont forcément été transportés par des courants horizontaux. Et la lamination, c'est-à-dire la stratification, se produit dans les courants horizontaux, et on peut calculer, en fonction de la densité et de la taille des particules, la vitesse du courant qui a été nécessaire pour les arracher, et la vitesse du courant en dessous de laquelle il se dépose. Et parce que chaque corps a une vitesse d'entraînement et une vitesse de dépôt. Et maintenant, grâce à donc, ces expériences initialement de Guy Berthaud, il y a plusieurs équipes de géologues, mais principalement en Russie, qui travaillent
à faire de la paléohydraulique, c'est-à-dire à reconstituer les temps de trajet qui ont été nécessaires pour permettre le dépôt des roches sédimentaires que l'on trouve. Et il y a des cas où on sait, par exemple, quand on a de grosses inclusions dans un dépôt, c'est le cas en Crimée, on a pu identifier le massif initial dont ces rocs ont été extraits. Donc c'était à 400 km. Donc ça permet de calculer, si vous voulez, la vitesse du courant qui était nécessaire pour transporter les rochers, et le temps nécessaire pour la sédimentation. Et le temps n'est pas du tout en millions d'années, il est en jours. Parce qu'évidemment, plus c'est gros, plus il faut des courants rapides, et plus ça va vite. Donc on a là, avec la remise en cause du principe de superposition, à partir du moment où, si vous voulez, une science est basée sur un principe, où ce principe se démontre ne pas être un principe explicatif. D'ailleurs, le principe de superposition n'explique rien. Connaître, c'est quand même, à un moment donné, connaître par les causes. La grande avancée d'Hibertot dans ce domaine, c'est d'avoir donné une cause de la stratification. Donc la stratification est liée au granoclassement et est liée aux variations de vitesse des courants horizontaux. Donc maintenant, on peut faire de la paléo-hydraulique, et en général, on trouve des dates qui sont de l'ordre de 0,5% maximum des durées géologiques estimées. Donc, de toute façon, l'échelle stratigraphique, la datation géologique, elle est en train de sauter complètement. C'est plus du tout le même ordre de grandeur. Et on en a, un autre exemple, si vous voulez, ce sont les nodules marins. Vous savez, il y a des minerais qu'on extrait de la mer parce qu'il y a des accrétions, en particulier de ferromanganèse, qui se forment jusqu'à des boules de 20-30 cm d'épaisseur. Or, on a trouvé, c'est en Russie aussi, si vous voulez, un nodule dans lequel il y avait comme inclusion, si vous voulez, une capsule de bière de marque Karjava, c'est une bière finlandaise, dont je ne connais pas la qualité, mais ce qui est intéressant, c'est que la capsule était au cœur du nodule, ce qui permet de calculer la vitesse réelle de croissance annuelle du nodule, et on s'est rendu compte que ce nodule, qui était censé avoir 1 million d'années, ne pouvait pas, enfin, si vous voulez, à moins d'imaginer que dans une civilisation antérieure, les gens auraient sorti une capsule de bière Karjava, enfin, je veux dire, là, on entre dans la fantasmagorie. Donc, si on écarte la fantasmagorie, il faut admettre que c'est pas parce qu'on vous dit qu'un nodule fait 1 million d'années, les géologues certifiés par le géologue en chef en fait, non, d'ailleurs, cette expérience m'a été communiquée par le responsable des minéraux marins à l'Académie des sciences de Russie, si vous voulez. Donc, en Russie, on commence à réfléchir sur ces questions de datation géologique. Et il faut bien comprendre, au fond, c'est assez normal, parce que ça n'est pas parce qu'un phénomène se déroule dans le temps que ce phénomène est une horloge, que ce phénomène est un chronomètre. Une horloge, ce n'est pas simplement un mécanisme qui se déroule dans le temps, c'est un mécanisme qui a été conçu pour mesurer le temps. Et malgré tout, c'est pas parce qu'on a une horloge qu'on connaît, alors on sait à quelle heure il est, mais on ne sait pas quand l'horloge a été construite. Donc, si vous voulez, la prétention des géologues, parce qu'ils ont mesuré certains phénomènes qui se déroulent dans le temps, par exemple le fait que les deltas s'accroissent au large mais l'accroissement des deltas, vous savez que le Missouri et le Mississippi se jettent dans le golfe du Mexique, et ça fait un dépôt de boue de 12 mètres de haut. Ce dépôt, il n'a pas pu durer très longtemps. Il a duré au maximum quelques milliers d'années. Hein, sinon, il y a longtemps que l'Atlantique serait rempli des boues du Mississippi. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de cohérence entre beaucoup de phénomènes qu'on observe et les datations qui sont cependant couramment admises en géologie. Et vous avez beaucoup de phénomènes qui se déroulent dans le temps qu'on n'utilise pas comme chronomètre parce qu'on sait déjà que la réponse n'est pas bonne. En particulier les minerais solubles. C'est-à-dire que tous les ans, vous avez le plomb, le silicium, etc., qui sont dissous dans l'eau des rivières et qui aboutissent dans la mer. Donc la mer s'enrichit petit à petit. Et donc en mesurant la concentration en plomb de la mer, par exemple, et en divisant par les apports de plomb des rivières, on sait depuis quand les rivières se jettent dans la mer. Ce chiffre est de 2000 ans. Alors c'est pas vrai.
Hein. On voit bien sur ce cas-là qu'il y a forcément que le phénomène n'a pas été constant dans le temps. Hein, mais beaucoup de phénomènes ne sont pas constants dans le temps. Mais on ne peut faire de la géochronologie qu'en faisant l'hypothèse que le phénomène qui se déroule dans le temps que l'on mesure, eh bien, s'est toujours déroulé comme il se déroule aujourd'hui. Il y a aussi des essais en laboratoire qui ont été faits. On a fabriqué à la Sorbonne en 1947 du granit en 20 minutes. Alors, forte chaleur, forte pression. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on fabrique du pétrole. Il y a des bactéries qui fabriquent du pétrole. Il y a des unités en Espagne, avec un procédé français d'ailleurs, qui fabrique du pétrole en quelques jours. Et on a pu fabriquer du pétrole en 20 minutes, d'ailleurs, à partir de fumier et d'ordures. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, on peut contester les différentes méthodes de datation. Et ce qui est nouveau depuis le mois d'août de cette année, c'est qu'on peut les contester, sans le dire, la vérité, dans les congrès scientifiques. C'est-à-dire, d'une part, les travaux des équipes qui travaillent selon les règles de Guilberto font des publications dans les publications de l'Académie des sciences de Russie. Et d'autre part, il y a eu du 13 au 17 août à Singapour, il y avait une réunion de la Western Pacific Geophysics Meeting. Donc une réunion de sciences de la Terre, concernant le Pacifique, mais vous savez, dans ces réunions internationales, les gens viennent de partout. Et une des communications a été faite par le Paleo Group. Alors le Paleo Group, c'est un groupe américain qui est dirigé par Hugh Miller, qui est un chimiste américain, qui depuis maintenant une vingtaine d'années fait des datations radiocarbone sur os de dinosaures. Alors le radiocarbone, ça date quelques dizaines de milliers d'années au plus. Les dinosaures sont censés avoir disparu il y a 60 millions d'années. Mais néanmoins, dans les os de dinosaures, on peut extraire le collagène, on peut extraire la bioapatite, et on peut faire des mesures radiocarbone dessus. Alors, le simple fait qu'on puisse... Et même, on a... alors, c'est Marie Schweitzer, c'est une Américaine qui a pu extraire de l'ADN de dinosaures et faire une analyse d'ADN de dinosaures. Ça prouve que ce n'est pas fossilisé, au sens où les fossiles sont normalement des corps organiques qui sont devenus minéraux. Donc dans un fossile étymologiquement valide, on peut pas faire il n'y a pas de carbone organique, on ne peut pas faire d'analyse radiocarbone, et néanmoins, alors on a fait là ils ont fait ça sur 8 dinosaures différents, pris dans 4 États différents des États-Unis, et donc observé, alors ils ont trouvé entre 20 000 et 30 000 ans selon les dinosaures, avec toutes sortes de précautions pour montrer que ce n'était pas de la contamination par du carbone organique récent, etc. Et ça a été reçu, ça avait été refusé l'année dernière à Seattle, et ça a été accepté à Singapour cette année. Donc c'est quand même une grande date, puisque on a pu, c'est sur Internet, si vous voulez, ça fait partie des communications scientifiques reconnues, et il est admis que des dinosaures des os de dinosaures peuvent dater de 20 000 ans. Ceci nous amène à conclure d'ailleurs par une question sur les limites de la science. Parce que c'est ça en fait, si vous voulez. Les scientifiques se sont mis sur le dos une tâche qui était disproportionnée avec les moyens dont ils disposaient. Et ce qui est évidemment dommage, c'est que peu semblent s'en rendre compte. Vous voulez, la plus belle fille du monde ne peut donner qu'est-ce qu'elle a. Donc on s'est habitué à interroger la science à n'importe quel sujet et à croire que pour toutes sortes de questions, en particulier la question des origines, la science pouvait donner la réponse. Et en fait, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce qu'on ne peut pas observer, on n'était pas là. Hein. L'expérimentation est pratiquement impossible, on ne peut pas recommencer la création de l'univers. Hein. Et bon, évidemment, on peut se servir de la logique, mais la logique, évidemment, ne donne pas accès aux faits eux-mêmes. Donc, il ne reste que l'extrapolation, que l'interprétation, que la modélisation théorique, mais vous avez vu tout à l'heure que les modèles théoriques, selon la valeur que l'on donne aux paramètres, peuvent donner exactement le résultat qu'on veut. Donc, il n'y a pas de certitude dans le domaine de la science, quelle que soit par ailleurs la précision des calculs qu'on peut faire. On ne peut pas avoir de certitude d'une manière générale, et encore moins concernant les origines, parce qu'on n'était pas là, on n'était pas témoin de ce qui s'est passé,
Mais malgré tout, il y avait un témoin qui a parlé. Alors là, je reviens justement à la confrontation de la vision biblique du monde et de la vision scientifique du monde. Alors, que dit le témoin? Il dit deux choses. Il dit, d'une part, que la création était bonne, c'est-à-dire elle était complète, elle était parfaite, au 7e jour. Et à ce moment-là, il s'est reposé. Alors, le repos de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il était fatigué, ça veut dire qu'il cesse de créer. Ça veut dire que la science devient possible, c'est-à-dire que les lois de l'univers, qui maintenant est complet, donc comme il est complet, il peut fonctionner, avec les lois que nous connaissons, la science devient possible. Mais la science devient possible qu'à partir du 7e jour. Ça veut dire que presque par définition, tous les phénomènes liés à la création échappent à la portée de la science. C'est-à-dire qu'il y a, alors dans la vision du monde, l'ordre de la création est ce qu'on appelle l'ordre de la providence. Et nous vivons dans l'ordre de la providence, mais l'ordre de la création nous échappe et nous échappera toujours. Mais comme nous n'avons pas renoncé à accéder à cet ordre de la création, eh bien, je dirais, d'une certaine façon, il se reproduit dans la science moderne ce qui s'est passé tout au commencement. Vous voyez, il y a un épisode intéressant à propos du serpent, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal, ça veut dire la connaissance de tout. Le bien et le mal, c'est la totalité de tout. D'une certaine façon, on peut dire que la science moderne cède à une tentation analogue et un peu différente. Et le serpent est forcément un être très intelligent, en l'occurrence, très rusé. Et la meilleure façon de mentir, c'est d'induire en erreur en ne disant que des choses vraies. Ça, c'est le fin du fin. Donc on peut penser que d'une certaine façon, le serpent, c'est ce qu'a fait le serpent. Alors si on analyse ce qu'il a dit, il a dit « vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal ». Vous serez comme des dieux. Alors, d'une certaine façon, vous vous prendrez comme des dieux, mais en réalité, vous ne serez pas des dieux. Donc, il induit en erreur, c'est-à-dire que la science moderne s'imagine qu'elle peut connaître tout comme Dieu connaît. Alors qu'en fait, évidemment, la science est humaine, c'est une activité humaine, et là, elle est dans la finitude. Donc, inévitablement, la science est finie. Et il y a des questions à laquelle elle ne pourra jamais répondre. D'autre part, vous connaîtrez le bien et le mal. En hébreu, hein, vous serez connaissant bien et mal. Le bien et mal, c'est un adjectif et un adverbe. En général, c'est traduit par un substantif. Hein. Déjà en latin, c'est traduit par un substantif. Mais en hébreu, c'est vous connaîtrez bien et mal. Alors, connaître bien, c'est connaître selon la vraie science. Connaître mal, c'est méconnaître. C'est mal connaître. Et d'une certaine façon, ce qui se passe en ce moment, c'est que les scientifiques, et je dirais collectivement, les scientifiques s'imaginent, se mettent à la place de Dieu, s'imaginent qu'ils peuvent répondre à des questions telles que la question des origines, mais évidemment, ils connaissent mal. Ils sont à côté de la plaque, et c'est dramatique, mais c'est compréhensible, parce qu'ils ont refusé de reconnaître leurs limites. La sagesse commence avec la connaissance de ses limites, et le fait de refuser d'admettre ses limites, le fait d'accepter de répondre à des questions auxquelles on ne peut pas répondre, comme la question des origines, eh bien je pense que c'est d'une certaine façon une reconduction à une autre échelle, bien sûr, de ce qui s'est passé peut-être à l'origine. Alors la conséquence de cette réponse de la science, c'est qu'il y a un faux consensus. Parce que vous avez vu que c'est à la fois dans les journaux, même au catéchisme, enfin, on vous bassine avec cette vision scientifique du monde que la Terre a 4 milliards d'années, l'univers 13 milliards d'années, etc. Ça ne repose sur rien. Mais néanmoins, c'est affirmé partout. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ces indications-là, vous n'avez pas droit à publication, vous n'avez pas droit à crédit de recherche. Donc il y a évidemment un consensus apparent qui est un faux consensus. Ça veut dire qu'il y a un scientifiquement correct, comme par ailleurs il y a un politiquement correct, ou un religieusement correct, etc. C'est très grave. C'est très grave parce que, évidemment, d'une certaine façon, c'est un refus de penser.
si vous voulez, quand tout le monde pense la même chose, c'est que personne ne pense. Alors, dans ce contexte, eh bien, à titre de conclusion, si vous voulez, je dirais que dans le cas de la vision biblique du monde, la Terre ou l'univers ont un certain nombre de milliers d'années. Alors, on ne va pas chipoter, savoir si c'est 4000, enfin, si c'est 4000 ans avant Jésus-Christ ou 10 000 ans avant Jésus-Christ. Hein, bon, ce serait un autre sujet. Dans la vision scientifique du monde, c'est des millions, voire des milliards d'années, et ça ne repose sur rien. Donc là, on peut choisir, et je dirais on peut choisir, c'est la raison qui permet de voir est-ce qu'il y a une position qui est logique, est-ce qu'il y a une position qui n'est pas logique. Et donc je vous invite vous-même à réfléchir à la question et à donner la réponse que vous voudrez. Extrêmement difficile. Alors je suis sûr qu'il y a des questions à poser. Monsieur? Oui, merci encore une fois, comme toujours, de cette présentation et cet exposé extrêmement intéressant. J'aurais 4 questions, si vous permettez. La première question, c'est concernant le fait polémique du Mont Sainte-Hélène, à savoir... sur le fait polémique que vous mentionniez concernant le Mont Sainte-Hélène, les écarts de datation qui sont mentionnés, c'est-à-dire de 300 000 à 900 000 ans, si je ne m'abuse, constituent-ils véritablement une opposition à la thèse communément admise, dans la mesure où on est, en termes de temps géologique, dans un mouchoir de poche, et que ça ne nous fait pas changer d'ère géologique? Alors, oui, ça c'est la première question. Est-ce que je... Oui, il vaut mieux que je réponde. D'accord. Oui, alors de toute façon, le volcanisme est instantané d'une manière générale, donc on ne sait pas le classer, on ne sait pas classer le volcanisme dans les aires géologiques, c'est avec les sédiments. Donc de toute façon, il y a des éruptions n'importe quand, il y en aura peut-être demain. Vous savez, le Fujiyama, qui fait quand même 3000 mètres de haut, plus, est sorti en une journée. Et il y avait des témoins. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de lien à vouloir entre un phénomène volcanique, si vous voulez, et les aires géologiques. Maintenant, ce qui est important dans les écarts de datation observés sur Mont Sainte-Hélène, c'est qu'on sait les expliquer. Alors là, je ne pouvais pas le faire dans mon exposé, mais puisque vous posez la question, je vais le faire. On a posé, après ces mesures, on a posé la question, si vous voulez, à Moscou. On a posé la question à Moscou à un certain Skripko et un certain Kolesnikov, qui sont respectivement responsables de la vulcanologie à l'université de Moscou et des radiodatations à l'université de Leningrad. Et la réponse était la suivante, c'est que c'est le fait qu'on trouve de l'argon qui ne provient pas en fait de la décomposition radioactive. C'est pour ça qu'on a des dates très élevées. Plus l'âge potassium-argon est grand, ça veut dire qu'il y a plus d'argon dans l'échantillon. Ça veut dire que l'argon était déjà présent au moment où la lave est arrivée à la surface. Alors la réponse, c'est que quand la lave monte dans la cheminée du volcan, elle commence à refroidir. C'est-à-dire que pour nous, c'est très chaud, la lave, mais en fait, c'est moins chaud que quand c'est dans le magma. Donc, ça commence à refroidir et ça commence à cristalliser. Et justement, selon l'ordre de cristallisation, selon les températures de cristallisation des composants de la roche, eh bien, on emmagasine plus ou moins d'argon. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure que ça arrive vers la surface, la pression baisse, et donc il y a dégazage de l'argon. Donc les corps qui commencent à cristalliser plus vite, parce qu'ils sont cristallisés quand ils sont encore relativement chauds, sont plus riches en argon que les corps qui cristallisent en dernier, hein, quand il y a déjà de l'argon qui a dégazé. Donc mais c'est très important parce que toutes les datations radium-argon étaient basées sur le fait que le dégazage était total, c'est-à-dire qu'il y avait remise à zéro de l'horloge quand la lave arrivait à l'air libre. La lave arrive à l'air libre, l'argon, qui est un gaz, s'en va, et à ce moment-là, c'est le compteur potassium-argon qui commence à jouer, et c'est faux. Une deuxième question sur en fait l'existence, alors peut-être être contestable, hein, vous en direz peut-être plus, de la constante de Planck,
est-ce que ceci ne valide pas l'impossibilité ne valide pas par la science l'impossibilité pour la science de remonter véritablement à l'origine, puisqu'on a ce temps infranchissable, cette limite de temps infranchissable, des 10 puissance moins 33 secondes. Je pense que les équations de la physique sont très utiles pour analyser les phénomènes physiques. Les spéculations philosophiques qu'on fait à partir de ces équations, je crois que, il faut être très prudent pour en faire, et il faudrait déjà bien comprendre ce dont on parle avant d'en faire. Donc c'est vrai qu'on a... Alors, on voit apparaître dans la science moderne, avec les théorèmes de Gödel, avec même la mécanique quantique, etc., on voit bien qu'il y a des limites à la connaissance, justement. Donc c'est ça qui est le message important. C'est que la science prenne conscience de ses limites. Hein. Donc, si vous voulez, il y a l'ignorance qui se connaît comme telle, et puis il y a l'ignorance qui se méconnaît. Et peut-être ce qui je l'espère d'ailleurs, va se passer, c'est qu'on va finir par rejeter le fardeau insupportable d'avoir à parler de tout et de rien, et en particulier des questions des origines, et qu'on va s'interroger vraiment sur les limites de la connaissance, et en particulier de la connaissance physique, et des connaissances physiques, parce que c'est une chose que je n'ai pas dit, mais c'est que justement la vérité en science, malgré tout, c'est comme à l'époque des Grecs, c'est de connaître les causes. Alors, toutes les théories mathématiques qu'on a fait en astrophysique actuellement, en général, c'est basé sur la gravitation. C'est-à-dire qu'on a identifié l'univers, un ensemble de corps pesants qui se promenaient et qui étaient attirés les uns les autres par la gravitation, avec plein de difficultés, plein de paradoxes, d'où le temps qui se dilate. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais enfin, on voit bien que d'une certaine façon, ça ne tourne pas rond, quoi. Parce que on a parlé des quasars qui étaient très loin, donc qui allaient très vite. Alors, ils finissent par aller tellement vite qu'ils dépassent la vitesse de la lumière. Alors, par ailleurs, on a posé en principe que la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, était indépassable. Donc, alors on a trouvé une solution, c'est que c'est pas les quasars qui vont tellement vite, c'est l'espace qui se dilate. Bon. Mais si vous voulez, on pourra jamais... Enfin, si vous voulez, les scientifiques sont des gens intelligents, ils trouveront toujours des échappatoires. Mais la vraie solution, elle est ailleurs. La vraie solution, elle est dans la cause. Or, on a la cause du décalage vers le rouge, c'est l'effet Compton. Et c'est un effet connu, analysé, reproductible, qu'on connaît depuis les années 1920. C'est le fait que les photons qui entrent en contact avec des électrons perdent une partie de leur énergie. Donc, ils changent de couleur. Et automatiquement, les photons qui passent à côté des corps stellaires, ils traversent une couche avec des électrons et ils perdent une partie de leur énergie, et ça fait le décalage vers le rouge. Donc on peut expliquer parfaitement le décalage vers le rouge par l'effet Compton. Ça permet de comprendre pourquoi dans les étoiles doubles, celle qui est la plus chaude, donc il y a un nuage d'électrons autour d'elle qui est plus dense, ralentit plus les photons que l'autre. Le problème, c'est que l'interprétation du décalage vers le rouge par l'effet Compton, elle est faite par ce qu'on appelle des astrophysiciens alternatifs, qui aujourd'hui ne peuvent pas publier, ou peuvent publier sur Internet. Alors, si vous allez sur ce qu'on appelle l'univers électrique, hein, vous verrez, il y a plein de choses très intéressantes, parce que les forces électriques sont de l'ordre de 10 puissance 39 fois supérieures aux forces de gravitation dans l'univers. Ça veut dire que 10 puissance 39, c'est un chiffre fabuleux. Ça veut dire que la gravitation n'explique rien. Et par contre, l'électricité pourrait expliquer beaucoup, à condition de s'y intéresser. Alors il y a quand même un prix Nobel, Alf Venn, qui est justement qui a commencé à faire de l'astrophysique à partir de notions d'univers électrique. Hein. Et là, non seulement ça donne des résultats intéressants, mais on approche aux causes. Ce qui est évidemment une chose souhaitable. Mais ça n'approche pas du tout d'une réponse à la question des origines. Hein, disons, ça met en avant, dans l'univers, une autre force beaucoup plus importante que les forces de gravitation. J'ai une dernière question, s'il vous plaît. J'ai une dernière question concernant la reconnaissance des travaux du professeur Berthaud par l'Académie des sciences de la Russie, je crois, de Russie. Ma question portait sur la crédibilité en fait de cette Académie des sciences, puisque
elle a aussi reconnu en son temps un certain nombre de chercheurs qui prétendaient que des extraterrestres étaient intervenus dans l'histoire humaine, etc. Vous voyez, donc est-ce qu'on peut véritablement s'appuyer là-dessus, sur cette reconnaissance? Alors, avant de répondre, je vais vous poser une question. L'histoire des extraterrestres, c'était avant? Oui. La question des extraterrestres, c'était avant ou après la chute du mur de Berlin? Non, c'était avant. C'était avant. Bon, donc merci d'avoir donné la réponse. Une autre question, monsieur? J'ai une question à vous poser parce que vous êtes quand même, c'est quand même, même, on est tous croyants. Il y a un livre qui a été découvert à Qumran qui s'appelle le livre d'Enoch, qui parle de la création du monde. C'est un livre qui a été retrouvé, ça fait partie des apocryphes. Et dedans, il dit la création, elle est présentée comme un processus évolutif et universel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a peut-être eu plusieurs civilisations avant cette civilisation qu'on vit. C'est-à-dire que la matière, elle est universelle, elle a toujours existé, et organisée, créée, née. C'est organisé, en fin de compte, la Terre. Dieu a organisé, créé, il a utilisé les matériaux qu'il y avait dans l'espace, et qui ont peut-être été utilisés déjà peut-être sous notre terre. C'est comme ça qu'Enoch décrit notre terre. Qu'en pensez-vous? Bon, alors oui, j'allais dire, si vous voulez, bon, j'ai pas fait suffisamment d'hébreu pour, et je ne sais pas exactement dans quelle langue est écrit le livre d'Enoch, mais je ne vois pas qu'on puisse trouver dans un livre de cette époque la notion de processus évolutif universel. Si vous voulez, je ne vois pas que les mots permettant de le dire. Alors, je vois très bien qu'il y a des gens aujourd'hui qui souhaitent absolument qu'on trouve des choses de ce genre dans le livre d'Enoch. Mais si vous voulez, pour répondre, allons au texte et voyons les mots employés, parce que, et d'autre part, justement, c'est un apocryphe. Alors, bon, quand un livre est apocryphe, c'est justement parce qu'on a trouvé dedans des choses qui font qu'on ne l'a pas mis dans le corpus de la Bible. Mais c'est cité dans Jude, dans l'épître de Jude. Ah oui, mais, oui, bien sûr. Le livre du juste est cité dans la Bible, mais c'est un apocryphe quand même, si vous voulez. Non, le livre du juste est cité dans la Bible en tant que tel, mais non, c'est le Sefer HaYashar. Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, il faut... Alors, c'est-à-dire que dans la tradition juive, il n'y a pas de Bible. C'est-à-dire il n'y a pas de corpus défini comme en particulier doué d'inhérence. Bon. Donc on peut ne pas faire forcément la différence entre les apocryphes et ceux qui sont pas apocryphes. Maintenant, je pense que les gens qui ont fait le classement entre les livres du canon des Écritures proprement dit et les apocryphes étaient des gens intelligents qui ont réfléchi et qui se sont posé la question, et dans le doute, ils se sont abstenus. Alors, il y a plein de choses très intéressantes dans les apocryphes, et je vous félicite de les lire, hein. Mais d'une part, essayez de les lire dans le texte et dans la langue d'origine, parce que ça peut changer beaucoup de choses, hein. Et d'autre part, si vous voulez, c'est trop... la notion de processus évolutif et la notion de création, c'est exactement le contraire. Et je dirais, on a une preuve contemporaine, c'est que ce sont les miracles. D'une certaine façon, si vous voulez, quand il y a un miracle, c'est Dieu qui agit. Hein. Donc, il y a pas les miracles de guérison. Vous savez qu'il y en a à Lourdes, un certain nombre qu'on reconnaît. Vous avez les particularités de miracles de guérison, c'est que c'est pratiquement instantané. Les symptômes disparaissent. C'est par exemple des gens qui ne pouvaient plus s'alimenter depuis des années, du jour au lendemain, ont faim et mangent. Vous savez très bien que les gens qui étaient en camp de concentration, qui ont été privés de nourriture pendant plusieurs mois, etc., ont mis également plusieurs mois avant d'être capables, et avec du soja, etc., avant d'être capables de se réalimenter normalement. Donc, autrement dit, il se passe on appelle ça des miracles précisément parce qu'il se passe quelque chose qui n'est pas explicable par les lois de la nature, parce que c'est Dieu qui opère. Donc, si vous voulez, processus évolutif, on est justement dans ce que la science voudrait trouver.
Hein. Mais c'est justement ce que Dieu ne fait pas. Il crée ex nihilo, et donc il ne faut pas lui demander, enfin, si vous voulez, c'est a priori suspect de vouloir que Dieu opère à notre façon. Hein, c'est suspect. Mais je ne... si vous voulez, Dieu aurait très bien pu opérer et faire, c'est ce qu'on appelle l'évolutionnisme théiste, hein, faire une création dans la durée progressive, etc. Ce qui est gênant, c'est qu'il a dit le contraire. Si vous voulez, Dieu a créé les êtres vivants selon leur espèce. Hein. Alors selon leur espèce, c'est répété 10 fois dans la première page de la Bible, qui est un texte pourtant très très concis. Donc là, il y a une sorte d'insistance presque prémonitoire pour notre époque. Hein. Et d'autre part, Dieu a créé seul. Hein, ex nihilo et seul, moi seul. Donc, mais si vous voulez, il y a des questions à laquelle nous n'aurons la réponse que dans d'autres mondes. Une autre question, madame? Est-ce qu'il n'y a pas une autre question qu'on peut se poser? Ce serait que la nature sortie des mains du Créateur et la nature que nous examinons, nous étudions, oui. Est-ce que la nature sortie des mains du Créateur, si on peut dire, et la nature telle que nous l'étudions, du fait du péché originel, est-ce qu'il n'y a pas pu y avoir aussi une transformation de la matière elle-même, si vous voulez, enfin, ou de la nature, de manière générale? C'est aussi quelque chose qu'on peut se demander. Donc, la nature créée, l'univers créé et l'univers d'après la chute pourrait très bien aussi ne pas être dans le même état. Dans le même, enfin, ça c'est bon. J'utilise celui-ci. Pas celui-ci, pas celui-ci. Celui-ci, vous laissez ici. Bon. Alors, donc effectivement, l'entropie dont je parlais tout à l'heure, hein, par exemple la dégénérescence qu'il y a de génération en génération. Je vois ici dans cette salle beaucoup de gens qui portent des lunettes. Dans 1000 ans, ça sera démentiel. Bon. Donc, si vous voulez, il y a des phénomènes qui ont pu être accélérés par la chute. De la même façon qu'il y avait un monde ancien, si vous lisez la deuxième épître de Saint-Pierre, vous voyez qu'il y a le monde d'avant le déluge et le monde d'après le déluge. Et les paysages que nous connaissons ne sont pas les paysages du monde d'avant le déluge. Ceci étant, je pense que les grandes lois de la vie ne peuvent pas avoir changé, parce que, si vous voulez, Dieu veut que par la connaissance, Dieu veut que nous le connaissions lui-même. Donc il faut qu'il y ait une rationalité dans les choses créées. C'est-à-dire, le concept de création a été constitutif européenne, justement parce qu'il y avait derrière l'idée d'une intelligence créatrice, donc que les choses sont faites avec une raison d'être, tout ce qui est a une raison d'être, principe de raison suffisante, et donc tout ce qui est peut être compris. C'est-à-dire que notre intelligence, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc notre intelligence peut, à une certaine mesure, rentrer dans les pensées de Dieu. Et c'est chaque être vivant est une pensée de Dieu, et les lois de la nature, Descartes le dit très bien par exemple, sont autant de pensées de Dieu. Donc je ne pense, enfin, même s'il y a effectivement dans le monde d'après la chute des choses qui sont différentes du monde d'avant la chute, je pense que ça ne peut pas être différent au point que la ressemblance, l'image et la ressemblance de Dieu deviennent inopérantes. Monsieur, là au bout. Moi, j'aime beaucoup l'outil thermodynamique, justement. Et je me demandais s'il n'y avait pas une sorte de mise en abîme du second principe de la thermodynamique, une sorte de dégradation de la pensée au niveau de la science. Une dégradation de la science au même titre qu'une dégradation de tous les systèmes de l'univers depuis le péché originel. Donc je me demandais ça, si on pouvait expliquer le fait que la science se dégrade, par justement la science. Alors bon, je ne sais pas si la science... Alors, oui, c'est le péché original qui si vous voulez, par défini, d'une certaine façon, à l'intérieur d'une civilisation, s'il n'y a pas de catastrophe militaire ou autre, la science, par définition, progresse. C'est-à-dire que
nous sommes des nains sur les épaules des géants, mais le nain voit plus loin que le géant s'il monte sur l'épaule du géant. Donc nous profitons de ce que Platon et Aristote, etc., ont posé, nous profitons de ce que les grands savants du XVIIe, XVIIIe siècle ont fait à partir de la vision médiévale. C'est quand même le Moyen-Âge qui a porté justement cette fusion intelligente entre les notions de la vision biblique du monde et les notions scientifiques de la Grèce, et en particulier la logique. Donc, en ce sens-là, je ne pense pas qu'il y ait une régression, mais je ne vois pas que Platon fût moins intelligent que nous, parce qu'il était plus vieux, si vous voulez. Donc, je pense que il y a des hommes intelligents à toutes les époques, il y en a de moins intelligents à toutes les époques. La science par elle-même progresse, sauf quand ça s'arrête. Et nous n'avons pas accès, il y a beaucoup de sciences des anciens auxquelles nous n'avons pas accès. C'est pour ça qu'on trouve plein de choses, même de la science médiévale. Vous avez des techniques architecturales, des techniques acoustiques au Moyen-Âge qui sont perdues. Mais justement, je trouve que vous abondez en mon sens, parce que ce que je voulais dire, c'est que le progrès nécessite, le progrès, c'est une forme de dégradation qui fait qu'on s'éloigne du réel, rien qu'au niveau du langage. Par exemple, des hiéroglyphes qui exprimaient le réel, déjà on avait déjà une dégradation du péché originel, mais on arrive à un alphabet qui est complètement abstrait, qui permet de mieux exprimer des concepts, donc de faire du progrès finalement, mais c'est au prix d'une dégradation par rapport à l'union réelle, originelle, qu'on pourrait ramener d'ailleurs au troisième principe de la thermodynamique des Alors, bon, alors ça c'est une chose que même les Grecs avaient le sentiment que par rapport aux Égyptiens, si vous voulez, ils avaient perdu. Alors si vous voulez, on a toujours aussi le sentiment qu'il y avait que les anciens avaient évidemment un savoir, parce que évidemment on n'est pas capable de rentrer dans leur savoir, parce que leur langue nous échappe. Même si vous voulez, même lisez Platon, vous verrez que c'est pas facile à comprendre. Et en ce qui concerne la science égyptienne dont les Grecs se sont nourris, parce qu'évidemment on dit qu'on a hérité de la Grèce, etc. Vous savez que les Grecs sont allés à l'école des Égyptiens. Mais là, on n'en a que des bribes. On a le récit de l'Atlantide dans Platon, etc. Mais de Platon, on n'a que ses écrits de vulgarisation. Bon. Donc il y a eu un très grand, je pense que il y a eu un très grand savoir dans l'humanité toujours. D'ailleurs, le savoir astronomique a été considérable parce que évidemment Ptolémée a fait avec l'Almageste a fait une synthèse à son époque, mais c'est pas lui qui a. Ptolémée n'a pratiquement pas fait d'observation. Donc il a mis sous une forme condensée qui a été transmise. La connaissance des étoiles de l'époque, la connaissance des lois. Et puis, il y a eu régression de la civilisation, enfin, régression de la science, et la science n'a repris un nouveau départ qu'à partir de la Renaissance, si on veut. Enfin, ça a commencé au Moyen-Âge, mais la science moderne, elle sort vraiment surtout à partir du XVIIe siècle. Mais cette science, elle a ses limites. Alors, elle n'a pas forcément les mêmes limites que la science des anciens. Alors, et là, c'est vrai que le fait d'être très mathématisé, très modélisé, ça permet des choses quand même, si vous voulez, les calculs mécaniques, c'est quand même remarquable. Et les anciens ne les avaient pas, mais ça ne les empêchait pas de faire des objets extrêmement élaborés. Donc je pense que chaque civilisation a son propre développement qui amène des productions que ne pouvaient pas donner les civilisations antérieures, mais qui ne sont pas forcément supérieures. Enfin, c'est ce que c'est, si vous voulez. Après, il y a la grâce aussi qui est là. Dans votre démonstration, monsieur, vous nous dites en gros, il ne faut pas trop regarder en arrière. Or, le problème de notre société aujourd'hui, c'est un petit peu de regarder demain, puisque les questions qui se posent à nous sont plus ou moins urgentes selon les données scientifiques qui sont à notre disposition aujourd'hui. Mais ce que vous nous dites, c'est pas de la même manière qu'il y a une erreur à vouloir trop questionner les origines, il y a peut-être une erreur à vouloir faire une prospective trop catégorique, et que la façon de s'en sortir dans les années proches qui viennent est peut-être dans une disruption de la science ou dans le choix d'autres
approches du réel. On pense à toutes les questions d'environnement qui se posent aujourd'hui, et si on écoute les diagnostics scientifiques qui tombent, il est déjà trop tard depuis plusieurs années, et on est condamné apparemment irrémédiablement. Or, peut-être que justement, en changeant de paradigme ou en changeant d'échelle, vous parlez d'un pétrole qui se fabrique en 20 minutes, si effectivement la science allait dans cette direction-là, ça changerait pas mal de données du problème. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je pense qu'il faut distinguer la science et la technologie. Alors, en ce qui concerne la technologie, je suis convaincu qu'il y a des progrès gigantesques qui sont vraiment à portée de main, parce qu'actuellement, énormément d'inventions, si vous voulez, sont maintenues sous le coude pour des raisons de contrôle. Donc, de ce point de vue-là, je suis très optimiste, si vous voulez, sur la possibilité d'avoir des productions à la fois respectant l'environnement, performantes, durables au sens de ne plus être des gadgets qu'on est obligé de jeter au bout de 5 ans parce que ça ne marche plus. Si vous voulez, il y a de gros défauts dans la production industrielle actuelle, donc je pense que si le progrès technologique, si la civilisation n'est pas arrêtée, comme a été la civilisation antique. Nous n'avons plus accès à la science égyptienne parce qu'à un moment donné, ça a été détruit. Vous avez Babylone a été pendant longtemps un siège de civilisation, et puis ça s'est tari. Donc ça peut aussi nous arriver, mais peut-être aussi que mais justement, parce que la science sera devenue plus humble, à ce moment-là, le scientifiquement correct disparaissant, ça permettra de voir sortir les produits de l'inventivité humaine. Actuellement, on a une science bloquée. On a une science bloquée, mais pour des raisons de vision du monde, et on a une technologie bloquée pour des raisons de contrôle. On peut imaginer que ces deux blocages disparaissent. Donc je suis résolument optimiste, mais je ne vois pas comment on pourrait passer de façon linéaire de l'état actuel à l'état futur que j'imagine brillant. Alors, quelle est la transition ? Alors, justement, je pense que tout n'est pas continu. Je pense qu'il y a des basculements. Il y a une dernière question. Je crois que nous allons... Monsieur ? Non, je n'ai pas besoin. Si. Bon, vous voulez. Alors, plusieurs, vous m'arrêterez. Vous savez que là, vous avez parlé du temps et des mesures du temps, des réactions chimiques. En géologie, vous savez que toute science, normalement, valide tous les événements, elle prévoit les événements. Si on mélange tel corps avec tel autre, ça doit se passer ceci et pas cela. Alors, donc, les problèmes de sédiments, de couches géologiques, théoriquement, la géologie nous l'explique, et on doit la croire. Or, il y a ce qu'on appelle des aberrations, des fois, qui ne correspondent pas à la prédiction de la géologie officielle. Ça, cela, ça arrive. Et les grands maîtres de l'université prennent le dossier et le plantent, le mettent dans un placard et tout, on ne doit pas en parler. Alors, pensez-vous qu'on arrivera à avoir tous ces documents? Parce qu'il y a des aberrations totales, pas pour la nature, mais pour la science officielle. Voilà. Ensuite, le problème de l'iridium. Théoriquement, il n'y a pas d'iridium sur la planète, sauf dans certaines couches. On nous dit que c'est un météorite qui aurait amené ça, etc. Que croire là-dessus? Ensuite, ne croyez-vous pas que vous êtes un peu trop optimiste pour la science, parce qu'on dit la science. Mais il y a science et science. Dans le temps, l'astrologie, c'est la science, ou les tarots aussi. Il y a les mathématiques qui sont irréfutables, mais ce que dit la physique, la science, est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie? La science a été fondée à la fin du Moyen-Âge avec la Réforme, et c'est surtout Descartes, et dans un but bien précis, casser la religion. Ça c'est sûr, Descartes qui était athée. La science ne recherche pas la vérité. Elle a un but défini, elle recherche les éléments, les mesures qui confirment qu'il apportent de l'eau au moulin pour avoir cette vérité entre guillemets. Elle écarte tous les problèmes qui gênent, tous les faits, les événements. Le problème, par exemple, le réchauffement de la planète.
ils prennent une température ici, là, évidemment, qui les conforte dans ce dogme para-religieux du réchauffement de la planète. C'est une nouvelle religion, il faut y croire, sinon on est banni, sinon on est religieux aux oubliés. Oui. Bon, je vais répondre rapidement. Bon, la science est une religion, une anti-religion pour casser la vieille religion. C'est une idéologie. Bon, le mot la science au singulier est d'emploi difficile, hein, oui. Parce que c'est une réalité multiforme qui est derrière. Non, je pense qu'il y avait quelque chose de profondément sain dans les débuts de la science européenne, justement parce qu'elle était issue de la vision biblique du monde et elle était faite par des gens qui avaient le souci de la vérité. Et même quelqu'un comme... Alors je sais bien que Descartes était... enfin, Rose-Croix, etc. Bon, mais malgré tout, il y a des choses tout à fait valables chez Descartes. C'était quelqu'un de profond. Si vous voulez, tout le monde a des petits côtés. Bon, il faut les mettre de côté, mais il faut garder dans chaque chose, il faut garder ce qui est bon. Donc je crois qu'il y avait quelque chose de profondément sain et valable dans l'élan de science qui est sorti du Moyen-Âge, mais qui s'est perverti justement à partir du XVIIIe siècle. Si vous voulez, c'est l'esprit des Lumières qui a perverti la science, et ça a été très bien dit, y compris par des contemporains, parce qu'on s'est mis à vouloir se servir de la science pour des objectifs qui n'étaient pas de même nature. Donc à partir du moment où la recherche de la vérité n'est plus le guide suprême du scientifique, hein, alors ça peut être la notoriété, ça peut être... Alors, vous avez aujourd'hui, ça c'est quelque chose de considérable, 99,9% des scientifiques sont des salariés. Ça fausse tout. Ce sont des salariés qui sont souvent dépendants de programmes de recherche, etc. Ce n'était pas le cas de Lavoisier, ce n'était pas le cas d'Ambroise Paré. Pas... Donc, si vous voulez, cette transformation sociologique de la science a forcément des conséquences importantes. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas que les scientifiques soient des salariés, etc. Mais je veux dire que ce simple fait demande que l'on prenne des mesures qui permettent d'en éviter les inconvénients. Donc il faut essayer d'être intelligent, d'agir intelligemment, et la science est une très bonne chose, mais le problème c'est que la science peut être mal, enfin bonne ou mauvaise, hein, ça peut être une méconnaissance, et il faut essayer justement de la retourner pour la faire servir au bien. Je crois que nous allons interrompre la séance. Monsieur Dominique Tassot a la gentillesse de rester un petit moment avec nous pour répondre à d'autres questions. Et je crois qu'il y a des documents du CEP que vous pouvez prendre sur la table de presse. Je vous signale que notre prochaine réunion aura lieu en janvier, donc soyez attentifs aux informations que vous recevrez à ce sujet. Cher monsieur, nous vous remercions beaucoup de tout ce que vous avez dit avec le talent qu'on vous connaît. Vous avez dit qu'il fallait essayer de penser par nous-mêmes. Ben, nous allons essayer de penser par nous-mêmes comme nous pouvons. Merci beaucoup.